Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, comme à l'accoutumée, on débutera avec Info 10, le journal local et régional. À 19h, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, toute l'actualité sportive du département. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 18 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. On débutera avec ce message du maire de Pointe-à-Pitre à ses agents qui refusent de travailler à la cuisine du Lamentin pour la confection des repas de la cantine scolaire. Et fatigués du parfum ambiant de fosses sceptiques qui planent dans leur quartier, les habitants de la résidence Calbas aux Abîmes ont décidé de témoigner. Et enfin, nous rendrons hommage à Patrick Saint-Éloi qui nous a quittés voilà 10 ans maintenant. Un hommage rendu par le MACT notamment. Et avant de développer ces quelques titres, retour sur le point presse de la préfecture et de l'agence régionale de santé hier en fin d'après-midi. Si les services de l'État se veulent précautionneux et entendent maintenir la pression, les chiffres de positivité se stabilisent et tendent même vers une baisse. 51 lits sont occupés entre les divers établissements de santé et l'ARS souhaite en ouvrir 8 de plus pour éviter les encombrements. Le CHU devrait s'adjoindre les services de 2 médecins et d'une vingtaine de paramédicaux. Et les 2 semaines qui viennent permettront une observation de la tendance. Et en fonction des résultats, des mesures seront prises ou au contraire allégées. Le maître mot en tout cas est la responsabilité collective. Et selon le préfet, il faut se dire que nous sommes tous porteurs du virus pour tous se protéger les uns les autres. Regardez. Et donc ce qu'on a vu cette semaine, c'est plutôt une stabilisation des chiffres. Je ne crie pas victoire bien évidemment, mais l'idée c'est de vérifier qu'on est bien dans une stabilisation et qu'on peut, j'espère, diminuer. Et donc on le fera mardi à l'occasion de notre point. Et donc jusque là, je ne mettrai pas de nouvelles mesures en application. En revanche, j'appelle à une chose qui est extrêmement importante, c'est la responsabilité de chacun. Il est extrêmement important que dans les 3 semaines qui viennent, chacun respecte intimement et vraiment avec beaucoup d'attention, évidemment les gestes barrières, évidemment les gestes de distanciation et respecte l'ensemble des arrêtés que j'ai pris. Et donc n'aille pas au-delà et ne participe pas à des choses qui conduisent concrètement à faire circuler le virus. Le reconfinement, ça sera la solution ultime. C'est vraiment si on ne parvient pas à régler le sujet. Moi, évidemment, c'est une option qui existe. Il ne faut pas se voiler la face. Elle existe si jamais on n'est pas capable de baisser les chiffres, si le virus continue à circuler et si la pression sur l'hôpital continue à monter. Évidemment, on sera obligé de le faire. Mais c'est justement l'objectif de toutes les mesures qu'on prend et l'appel à la responsabilité que je fais aujourd'hui, il vise justement à éviter ce reconfinement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire face à cet afflux et si nous avons pu équiper en lits et en matériel un grand nombre de lits. Aujourd'hui, nous avons 51 lits de réanimation entre le CHU et le CHBT. Mais si demain nous devons encore ouvrir des lits, nous sommes limités par nos capacités en personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un déconfinement comme précédemment et nous n'avons pas non plus déprogrammé. Donc nous n'avons pas de personnel à redéployer. Donc cette limite fait que nous avons besoin d'être renforcés. Il faut qu'on continue tous à prendre collectivement notre responsabilité et puis individuellement aussi. J'ai l'habitude de le dire maintenant depuis quelques temps, il faut qu'on imagine tous qu'on est porteur du virus. Comme ça, on est sûr de se protéger parce qu'on protège les autres obligatoirement. Et après avoir fait des pieds et des mains pour trouver effectivement le financement pour les repas des petits Pointois, le maire de la ville fait face à une autre problématique, à savoir trouver des personnels pour confectionner ces fameux repas. Sur les 719 agents de la ville de Pointe-à-Pitre, aucun ne s'est porté volontaire pour travailler à la cuisine centrale de Lamentin. Un constat qui désole Harry Turimel qui ne souhaite pas passer en force et imposer cette mission à qui que ce soit. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. J'ai demandé à la directrice de la Caisse des écoles de faire un appel à ses volontaires. Il m'a été répondu que les personnes qui étaient affectées à la confection de repas anciennement quand la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre préparait les repas,
il m'a été répondu que ces personnes ont été transférées dans d'autres services de la ville de Pointe-à-Pitre et avaient perdu leur connaissance en matière de repas, ne savaient plus faire de repas. Et donc on a trouvé personne, ni à la caisse des écoles, ni au sein du personnel de la ville. En tout, nous avons 719 agents qui travaillent pour la ville de Pointe-à-Pitre, qui sont payés par le contribuable point 3. Et parmi ces personnes, on n'a pas trouvé 4 volontaires qui acceptent d'aller aider des agents régionaux qui font les repas au Lamentin. Pour moi qui suis attaché au dialogue social, pas question de passer en force, pas question de mettre en demeure quiconque d'aller travailler au Lamentin. Nous en appelons donc au volontariat, nous en appelons à la conscience des points 3. Et depuis que nous avons lancé le message, il y a pas mal de personnes volontaires, de bénévoles qui sont prêtes à aller aider, mais je garde l'espoir que nous trouverons au sein du personnel de la ville de Pointe-à-Pitre des personnes qui auront le sens du service public, car on perd de vue que lorsqu'on travaille pour la ville, on ne travaille pas pour le maire. On peut être mécontent qu'il y ait eu un changement de la municipalité, on peut regretter l'ancien temps, mais on ne travaille pas pour le maire. Lorsqu'on travaille pour la ville, on travaille pour le peuple, pour les contribuables. Donc les contribuables point 3 doivent savoir qu'ils payent environ 700 agents et que parmi ces 700 agents, il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui s'est dit prêt à aller aider à faire les repas pour les enfants de Pointe-à-Pitre. Voilà la situation. Et je la dénonce, mais je la dénonce en gardant l'espoir qu'on trouvera une solution. Suite à un désaccord sur la réalisation d'un documentaire sur la vie d'Henri Debs, la famille du musicien et producteur attaque Guadeloupe et Martinique Première en justice. Les médias auraient refusé de supprimer une partie du reportage inopportune selon son fils. Et pour la défense, la nullité et l'irrecevabilité de la requête seront mis en exergue lors du délibéré le 9 octobre prochain. Les détails dans ce reportage de Maxime Morel. Vraiment dommage que nous arrivions à ce stade, mais lorsque vous avez des grandes sociétés comme France Télévisions, à savoir donc Guadeloupe Première et Martinique Première, qui se croient tout permis et qui croient que parce qu'elles sont aussi importantes, elles peuvent se permettre de ne pas respecter un contrat, de ne pas respecter la volonté des petites gens comme nous, malheureusement, eh bien, il faut que ça arrive en justice pour qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et c'est l'objet de ce litige, c'est que M. Debs a conclu un contrat, a payé pour pouvoir rendre un hommage digne de ce nom à son père, qui fait quand même partie du patrimoine musical antillais, on ne va pas le rappeler, hein, mais il fallait quand même rappeler à la juge que c'est un peu notre Édith Piaf locale, et que ce monsieur qui paie pour ça, qui fait un travail, qui prend sur son temps, qui espère pouvoir faire connaître Henri Debs à la nouvelle génération, moins de 20 ans, comme a excellemment dit mon confrère, et qu'il se fait écraser, il ne se fait pas respecter, parce qu'il a certains passages qu'il ne souhaite pas qu'ils soient évoqués, alors que le contrat dit bien qu'il faut son accord pour cela, et bien on en arrive donc à la justice. Voilà où nous en sommes. On a un différend. Malheureusement, on a dû arriver jusqu'au procès. Et puis, on verra bien qu'est-ce que le juge décide, puisque tout est dans sa main. Les avocats ont plaidé, ont mis leurs arguments en lumière, et puis c'est elle qui est détenteur du pouvoir de dire quel jugement qu'elle donne. Donc on verra bien, j'espère qu'elle a surtout bien compris l'affaire, les tenants et les aboutissants, et surtout que c'est triste d'en arriver jusque-là. Nous attendons la décision du juge rapidement afin de savoir si ce reportage sera publié en l'état ou avec cette partie de désaccord en moins ou pas du tout. Nous constatons que précisément les éléments qui font aujourd'hui problème, qui constituent une forme de polémique, les éléments ont été fournis par M. Rico Debs lui-même. Et nous sommes, du point de vue de la société de production et du scénariste, dans le cadre du droit à la création, et que l'on ne peut pas, comme cela, se réveiller un beau jour en disant, alors qu'on n'avait fait valoir aucune observation contre le scénario, on ne peut pas un beau jour dire mais il faut enlever ça. C'est de la censure pure et simple. Alors le juge du référé aura à répondre à cette question-là. Est-ce que nous sommes dans une situation qui exige, qui y a un trouble manifestement illicite? Est-ce qu'il y a un préjudice?
puisque on dit que la chanson porterait sur un parent, mais est-ce qu'on en a pas la preuve? Il y a tellement de Eva en Guadeloupe que par conséquent, pour le juge des référés, ça va être effectivement très compliqué de pouvoir rendre une décision dans le sens souhaité par la partie adverse. Cette action est particulièrement mal engagée, tant sur le plan de la procédure que sur le plan des fondements juridiques. Et puis ils feront état des droits des marques et le tribunal de grand instant, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est incompétent en matière de droits des marques. C'est le tribunal de Fort-de-France. Par conséquent, j'ai soulevé non seulement l'incompétence, mais également la nullité et l'irrecevabilité parce que Madame Eva Debs n'est pas partie à la procédure. S'il y avait quelqu'un qui pourrait éventuellement se prévaloir d'une quelconque atteinte à son image, ce serait elle, et elle-même n'est pas partie à la procédure. C'est une société, Henri Debs et fils, qui se sentirait diffamée, alors que la procédure, la diffamation doit être personnelle, l'intérêt à agir doit être personnel, né et actuel. Donc voilà pourquoi nous pensons que le 9 octobre, date prévue pour le délibéré de cette affaire, nous pensons que de toute façon le juge déboutera la société Henri Debs et fils de toutes ses demandes à l'égard de la société France de télévision que je représente, Guadeloupe première, Martinique la première, Guadeloupe la première, et ce sera justice. Un reportage signé Maxime Morel. Parlons maintenant des habitants de la résidence Calbatie aux Abîmes qui n'en peuvent plus des remontées nauséabondes de la station d'épuration située à proximité. Un problème récurrent qui les a poussés à témoigner aujourd'hui. Regardez. Résidence, en rêve, on y a un petit morceau jardin, on peut être à l'aise, sauf que derrière, c'est faux voir ça. En fosse septique ou bien en passable qui n'ont rien passable. Mais ça can empêcher nous vivre, nous croire très dans la case, fermée, en belle petite case, mais on va vivre fermée. Pas d'avoir l'odeur qui empêche nous vivre. Et nous allons parler, crier la sigue, et rien pas qu'à faire, en tout cas rien pas qu'à faire des concrets. Pratiquement chaque mois, tous les 2 mois, il faut nous venir à ça. Et ni l'année ça qu'a duré, ni ça qui a déménagé, qui a parti, mais ni ça qui quand même, il faut prendre force et courage, il faut espérer. Mais il faut ça changer en l'air. En cas dit c'est s'il faut changer en bitin, changer, il mettait ça qu'il faut. Parce que les gens qui payent le loyer, il faut savoir quel loyer, presque 800 €. Et si ce n'est pas pisse, donc on ne peut pas vivre en malpropreté comme ça. En passable, c'est la faute à qui ça, on ne peut pas même chercher. Mais en cas de là, c'est réveillé ici, ni quand même quelques années en cas vivre ici dedans et ni d'autres monde qui arrivent avant moi, d'autres monde qui déjà parti. Est-ce que chaque fois c'est que ça? Non, dans des belles petits pays comme ça, nous déjà confinés par Covid, nous pas envie confiner à casa nous encore pour les mêmes bitins pour malpropreté. Non, ranger ça, ni l'argent loyer qui a tombé. Et contacté par notre rédaction, la direction de la SIG a indiqué que la station d'épuration avait été réparée en début septembre et qu'elle est donc de nouveau tombée en panne. Et il semblerait que cette fois-ci, ce soit une des pompes qui soit défectueuse. Le bilan de la FSU est clair. La rentrée scolaire 2020 est catastrophique. La situation dans les écoles se dégrade de semaine en semaine entre organisation approximative et manque d'eau dans les établissements. On fait le point avec Eddy Ségur au micro de Stanley Manicor. Après 3 semaines de classe, nous voyons que la situation dans les écoles est en train de se dégrader. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas se permettre tout simplement d'attendre sur des interdictions de port de masque en haut de la soufrière ou la fermeture des bars à 22 h. Nous demandons tout simplement, comme ça a été prévu par le ministre de la Santé et par le Premier ministre, que le préfet prenne des décisions drastiques pour les écoles. Aujourd'hui, rien n'est fait et donc nous ne pourrons pas continuer à voir et les élèves et les enseignants être mis en danger comme ça. Donc nous attendons tout simplement que Madame la rectrice prenne ses responsabilités et mette en sécurité et ses personnels et les élèves qui sont sous sa responsabilité. Nous sommes dans des écoles, pour la plupart du temps, qui n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes avec des élèves qui ne portent pas de masque, notamment en élémentaire. Et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, nous n'avons nullement les conditions sanitaires pour accueillir correctement les élèves et surtout faire de telle façon que l'anxiété qui est en train de grandir et chez les enseignants et chez les parents d'élèves puisse s'amenuiser. Donc aujourd'hui, je pense que Monsieur le Préfet, Madame la rectrice doivent prendre toutes les deux
des décisions nous permettant tout simplement de retourner au travail de façon sereine. Et tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en zone rouge. Le seuil d'alerte est déjà dépassé, ça fait bien longtemps. Et nous sommes tout simplement dans une situation sanitaire extrêmement grave, puisque nous savons pertinemment que, aussi bien sur Saint-Martin que sur la Guadeloupe, les lits de réanimation sont quasiment tous occupés. Donc nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons respectés pour ce que nous sommes, les enseignants, et respectés pour ce que nous sommes, je parle bien sûr d'une façon globale, la population guadeloupéenne. En tout cas, la santé mentale en prend un coup. Les collègues sont extrêmement désorientés par rapport à tout ce qui est en train de se faire et tout ce qui est en train de se dire. On nous annonce même qu'aujourd'hui, le fait de porter un masque nous rendrait quasiment invincibles et nous donnerait donc l'obligation de continuer à travailler quoi qu'il se passe. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça et donc nous sommes venus exprimer ça à Madame la rectrice. Et j'espère surtout que nous aurons des réponses claires nous permettant tout simplement de lever un certain nombre de doutes. Et on parle un peu d'eau, vu qu'elle continue à faire défaut dans les robinets, mais aussi dans les écoles, vous l'avez constaté. Et vu qu'il n'est toujours pas dissous et que le syndicat mixte ouvert n'est toujours pas créé, eh bien les membres du SIAG ont dû procéder à l'élection du nouveau président. Et c'est Ferdi Louisi, maire de Goyave et président du parc national, qui prend la tête du syndicat et succède donc à Jean-Claude Pioche. Et son premier vice-président est donc Cédric Cornet, qui voulait vivement s'investir dans la mission eau. Eh bien, il sera servi. Et avec une nouvelle mesure restrictive qui contraint leur fermeture à 22h en semaine et à minuit le week-end, les restaurateurs craignent de devoir fermer cuisine. On écoute Rudy Nénan, président des restaurateurs de Guadeloupe, qui répondait aux interrogations d'Olivier Félix. Je pense que tout le monde essaie de trouver des solutions les plus appropriées à la santé des autres, à la santé des gens. Donc nous, on doit aussi jouer le jeu. C'est pas évident pour nous parce que nous avons déjà beaucoup perdu. Donc en fait, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui continuent à alourdir notre perte. C'est vrai que c'est pas facile, mais on doit essayer de trouver un terrain d'entente. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite vraiment qu'il y ait une rencontre avec la préfecture, avec les décideurs, de manière en fait à ce qu'on se fasse force de proposition et qu'on puisse en fait aussi donner notre point de vue. C'est nous les professionnels du métier. Vous savez qu'il n'y a pas que les maladies en fait liées au Covid, il y a aussi la maladie en fait mentale. C'est les gens quand ils vont être privés de sortie, quand ils ne vont pas pouvoir se retrouver au restaurant de manière à passer un petit moment sympathique, eh ben, ça va en fait avoir des conséquences psychologiques forcément sur les autres. Il ne s'agit pas que de l'économie, il s'agit de la santé des gens, on en est conscient. Mais on ne peut pas nous imposer sans arrêt des mesures sans forcément nous concerter. On n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour trouver ensemble des solutions. Donc il serait intéressant aujourd'hui que lorsque les dirigeants prennent des décisions, consultent quand même les professionnels. Nous avons créé des associations pour ça et il y a des représentants en place pour beaucoup d'associations. Tout ce qui est négatif concernant la Guadeloupe a un impact économique, a un impact touristique et forcément lié au développement et à la santé de nos affaires aussi. Voilà 10 ans maintenant que la légende et même l'un des pères du zouk, Patrick Saint-Éloi, nous a quittés. Mais nous avons tenu à savoir ce que cet homme justement représentait pour vous. Les réponses dans ce micro-trottoir de Jeff Taylor et Michel Depape. Alors Patrick Saint-Éloi, c'est une personne essentielle de la musique antillaise. Parce que Patrick Saint-Éloi, ils ont inventé le zouk. Et grâce à Patrick Saint-Éloi, beaucoup de personnes ont passé de bons temps, on va dire. Même moi, j'ai passé de bons moments là-dessus, en dansant les musiques de Patrick Saint-Éloi. Beaucoup de souvenirs, des souvenirs de mon enfance. Eh bien, c'était le roi du zouk, hein? Une légende, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il nous manque beaucoup et Patrick Saint-Éloi, c'est une référence. Patrick Saint-Éloi, c'est vraiment tout bon nom, quoi. Il nous a vraiment marqué et il nous manque encore. L'amour, la joie. J'ai eu le temps de le rencontrer au Moule et il était faire l'éolienne. Et j'étais là-bas, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit mais je suis un homme comme tout le monde, j'ai le temps de me poser, de méditer. Il a dansé énormément sur ses titres qui ont été super. Il est parti beaucoup trop tôt, mais bon, il faut passer par là un jour ou l'autre. Hein. On est resté à papoter alors que je ne le connaissais même pas. Il m'a donné des conseils sur la vie, franchement. Il avait une paix intérieure en lui, c'était vraiment l'amour.
Le moment créole. La musique, ben voilà, comme vous entendez, veut tout l'amour. Hein. Alors là, c'est magistral, là. C'est impeccable. Qui Jean qui fait. Et on va remonter dans les temps. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais c'est celui qui l'a fait avec le prénom de sa fille, là. La famille a donc à cela. Vignette à corps, entrer encore. Tirakoun, ça me rappelle mon enfance. Oui, ne me demande pas de chanter. Il y en a tellement que, voilà, quoi, sous le coup, je ne me rappelle pas, quoi. Lumière. Et quoi encore? Éloi, oh, nous qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel, Éloi, nous qu'à voyager. J'ai même été dans son enterrement ce jour-là, je suis restée jusqu'à 8h du soir. Je ne me suis même pas rendu compte avec mes parents. C'était quelqu'un de très, très proche des gens. Ça a fait une grosse perte même dans la culture guadeloupéenne. C'était un vrai pilier. Et le MAC t'a rendu hommage au grand homme avec une création théâtrale baptisée Pawala Patrick. Débutée en mars, les répétitions ont été interrompues à cause du Covid-19 et ont repris très tardivement. Les musiciens, quant à eux, ont dû prendre le pas il y a à peine une semaine. Mais tout le monde était prêt à honorer la mémoire de PSE. Le reportage d'Olivier Félix. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. La région Guadeloupe et puis le Mémorial Lac m'a donné l'occasion de mettre en œuvre ce projet avec les textes, avec la force des textes. Et j'attendais ce moment-là puisque je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec ces textes. Je savais, ça me trottait dans la tête depuis des années, quoi, puisque dès quand Patrick était encore parmi nous, je lui en avais parlé. Il m'avait demandé une fois de faire une intervention dans une émission qui lui était consacrée autour de la Saint-Valentin. Il m'avait demandé de dire un texte et j'ai appelé Fred Dehé. Fred m'a accompagné et Patrick ce jour-là il était complètement ému. Il m'a dit Joël, mais quand là il m'a tenu dans ses bras et ce jour-là je n'oublierai jamais parce que c'était un jour empreint d'émotion. Il y avait un truc très fort et ça m'a déclenché quelque chose. Je me suis dit il faut absolument dire les textes de Patrick, pas seulement les chanter mais les dire et même les chanter, les reprises, les comédiens chanteurs l'ont fait là. Moi qui suis avec eux tous les jours, chaque fois qu'ils chantent ça me bouleverse, quoi. Chaque monde qui fait, ça y pour faire. Chaque monde qui fait, Ils ont perçu la dimension très forte de l'écriture de Patrick Saint-Éloi et la profondeur de ses textes. Et petit à petit donc m'est venue une structure narrative pour vous raconter une histoire à travers les différentes chansons de Patrick en les mettant bout à bout. Donc c'était ça la difficulté, laquelle prendre et la mettre devant ou derrière ou plus tard dans la narration. Mais en tout cas le public retrouvera notamment certains des standards et des très belles chansons de Patrick comme Ballade créole, Darling ou Mitch et moi, qui était d'ailleurs une chanson interprétée par Jocelyne Berroir mais qui a été écrite par Patrick Saint-Éloi et bien d'autres encore. Et donc voilà, on a trouvé cette narration, une histoire qu'on va vous raconter un peu comme un conte de fées. Il y a un titre très, très fort de Patrick qui s'intitule Ontifie, qui justement est un conte que Patrick racontait. Et à partir de ce conte-là, on développe un peu, sinon l'histoire de Patrick, en tout cas l'histoire qu'on a inventée avec ses chansons. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci
pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez une bonne soirée et un excellent week-end sur Canal 10 Télévision. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, toute l'actualité sportive du département. Et avant la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Coco PN, bonsoir à Angèle Louvrier, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Micheline Méry, bonsoir à Fabien Nebo. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu miaules, Fabien, je veux savoir. Bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, bisous Patricia. Bonsoir, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Chantal Jean-Noël qui adresse un petit message à Patrick Saint-Éloi. Bonsoir à Maddy Congré, à Ampasavma. Bonsoir à Odile Zingilé, à Georges Toussaint, à Liliane Campbell. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona, toujours connecté tous les soirs, ça fait plaisir. Bonsoir à OPP Krabraïb, un habitué aussi. Bonsoir à Morganine, bonsoir Chouchou. Bonsoir à Marie-Ève Hector, à Babadla, à Georges Farial, à Dominique Landry. Bonsoir à Messianique Woudjeri et aussi à Nadine Amazon. Bonsoir également à Franck Abar. On doit se voir, monsieur Abar, je pense, d'ici quelques semaines. Et bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je ne pourrais pas dire bonsoir à tout le monde, désolé. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez, n'hésitez pas à faire des débats, justement, sur notre Facebook. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur Canal 10 Télévision. On se retrouve après la coupure pub. Bisous, bisous.